Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. Nous sommes ce jeudi 31 mai dans cette superbe enceinte du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'extérieur de cette enceinte, le coup d'envoi du 11e trophée des entreprises devrait être donné dans 45 minutes aux alentours de 17h30. Le concept de ce rendez-vous, plus de 600 coureurs venus de 60 entreprises vont s'affronter dans diverses épreuves dans ce vélodrome donc, et l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et bien sûr, à la fin, il y aura un gagnant. Pour m'accompagner dans cette émission, 4 chroniqueurs d'exception ont fait le déplacement. Alors nous allons passer tout de suite au programme de l'émission. Du coup, aujourd'hui, dans un premier temps, vous aurez le droit à un très gros coup de projecteur sur le trophée des entreprises. Et nous aurons plusieurs interventions de notre journaliste Nicolas Dandry, qu'on retrouvera dans quelques instants, qui nous fera vivre l'effervescence autour de cet événement. Dans la seconde partie de l'émission, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité sportive dans le département. Nous parlerons notamment de la très belle victoire en 8e de finale honneur de Versailles. On en parlera dans quelques instants, Pierre Chevalier. Mais avant de développer ces thèmes, on ouvre notre page Focus. Dans notre focus, nous allons nous intéresser au parcours de ce 11e trophée des entreprises. Les concurrents qui sont répartis en groupes de 3 dans 3 catégories, hommes, femmes et mixtes, auront fort à faire ce jeudi soir. Le programme du parcours, course à pied sur 1,5 km, une course d'orientation de 2,5 km, du golf, une épreuve de radeau sur 500 mètres, un relais VTT de 1,65 km par équipier, du run and bike sur 1,3 km et un sprint final de 400 mètres. La question sur ce thème, messieurs, un parcours technique ou pour le loisir? Technique c'est rouge, loisir c'est vert. Vert, vert, vert. Yann Jarrier, pourquoi? Parce qu'on est sur des distances très très courtes, donc qui sont accessibles au plus grand nombre, donc très bien pour la découverte du sport, mais bon pour du vélo ou même du VTT sur des parcours plats, en dessous de 20-30 km, on n'est pas du tout sur de l'endurance, on est sur du sprint pur et sur des épreuves très très rapides, donc on est là même pour des personnes qui ne sont pas aguerries, c'est accessible à tout le monde. Jean-Miss, vous aussi vous avez voté vert. Pas mieux. Pas mieux. Non, mais bien sûr. Je crois qu'Yann vient de tout dire. Hein. On ne peut pas appeler ça vraiment une épreuve. Enfin, c'est une épreuve sportive, oui, mais pas une compétition. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Il a tout à fait raison. Je pense que c'est pas non plus basé sur la compétitivité, mais plus sur regrouper des gens dans un esprit sportif et qui se voient après au sein des différentes entreprises qui participent à cet événement. Moi, je veux juste intervenir, c'est que c'est pas parce qu'on est sur du loisir qu'il n'y a pas de compétition. Je pense que parmi les équipes qui sont constituées, il y en a qui sont là pour gagner. Il y en a qui se sont entraînés depuis plusieurs mois. Voilà, et c'est pas parce que les épreuves sont courtes qu'on ne s'entraîne pas pour aller chercher la meilleure performance sur du très très court. Il y a de la technicité sur certaines épreuves, donc il faut être le plus efficace possible. Et c'est pas parce qu'on est sur du court. Le triathlon, il y a plusieurs distances dans les catégories officielles chez les seniors, et on commence du très court alors j'ai pas les distances en tête, mais sur le vélo, les gars font une dizaine de kilomètres et on va jusqu'à l'Ironman de 180 km, donc tout est balayé sur le triathlon. Donc là, on peut parler quand même de compétition, même si on reste sur un esprit loisir puisque c'est accessible à tout le monde. Alors Yann Dujarrier, on vient de retrouver Nicolas Dandry. Nicolas Dandry, c'est à vous. Est-ce que le stress monte à quelques minutes du départ? Retrouver peut-être. On va peut-être le retrouver, c'est pas sûr. On cherche encore. Est-ce que vous êtes là, Nicolas Dandry? Ah, on n'entend pas Nicolas Dandry, malheureusement. On va le retrouver, hein, j'espère. En tout cas, Pierre Chevalier, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, je pense que c'est une très belle addition de multisport. C'est-à-dire que, comme disait Yann, c'est plutôt sur une approche loisir, mais qui doit rester et qui est accessible pour qu'un maximum d'hommes et de femmes en entreprise puissent pratiquer dans le plus pur esprit d'équipe et de manière, on va dire, raisonnée en termes d'efforts. On a des sports qui sont très divers, pas aussi complémentaires que les 3 du triathlon que Yann a cité, mais je pense que c'est une bonne occasion en loisir plus pour ceux qui sont spécialisés dans chacun des sports de pouvoir un peu s'exprimer et que les équipes d'entreprise puissent bien participer et puis faire justement faire porter haut les couleurs de leurs entreprises de manière accessible. Bon, Pierre Chevalier, on va voir tout de suite avec Nicolas Dandry qu'on a enfin retrouvé. Allez, voilà. Nicolas Dandry, est-ce que le stress monte?
Ok, tant pis pour Nicolas Dandry, hein. J'espère qu'on le retrouvera quand même dans cette émission. Georges Gomis, on ne vous a pas entendu sur la question. Mais par rapport à l'organisateur, bon, c'est vrai que c'est des personnes qui ont de différents niveaux, donc on doit adapter la pratique, quoi. Et donc par rapport à ça, je pense que l'organisation a bien réfléchi. Le vélo, c'est un des sports favoris des Français, donc à peu près 24% de Français pratiquent au moins une fois, enfin qui pratiquent une activité physique font du vélo, et l'autre activité physique qui est la plus pratiquée, c'est la course à pied. Donc là voilà. On retrouve tout ça dans le trophée des entreprises. Voilà. Donc, tout ça a été réfléchi. Je pense que les organisateurs ils ont fait des distances courtes, ce qui permet de pouvoir de pratiquer assez facilement et de ne pas être dans le rouge physiquement et de prendre du plaisir. Et l'autre façon de penser des organisateurs, je pense qu'aussi le niveau technique des choses, parce que c'est des pratiques qui ne demandent pas une grande technique, sauf le golf et le canoë. Mais le canoë, je pense aussi dans ce sens-là, ils vont prendre le courant dans le sens, pas dans le sens inverse, ce qui va faciliter. Et puis bon, c'est des gens intelligents et ça permet de sortir de là avec du plaisir. Justement, Jean, est-ce que vous avez un commentaire sur cette épreuve de canoë ? 400 mètres sur l'eau. Ouais, il vaut mieux que ce soit sur l'eau, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, Georges l'a dit, c'est quand même dans le sens du courant. Donc, et surtout, il faut travailler en équipe aussi sur l'épreuve du canoë. C'est très compliqué ça, très très compliqué. Et Pour avoir descendu plusieurs fois, le gave de Pau. Nous avons, je pense, retrouvé la voix en tout cas de Nicolas Dandré. Ouais. Ah, ça y est, on l'entend. On a retrouvé Nicolas. Manon, tu m'entends ou pas ? Ouais, on t'entend. On entend bien Nicolas Dandré, c'est le direct, comme on dit à chaque fois. Les aléas du direct. Manon, tu m'entends ? On l'entend beaucoup. Ouais, on Pierre Chevalier. l'entend bien, Nicolas, on l'a retrouvé. Là, On l'a retrouvé, on entend sa voix en tout cas. Et Nicolas, est-ce que tu nous entends ? Allô, Manon ? Pierre Chevalier, est-ce que cette épreuve du canoë, c'est peut-être l'épreuve où tout va se jouer ? C'est peut-être la plus originale, parce que c'est effectivement celle qu'il va falloir le plus coordonner en équipe. Et là, autant il peut y avoir beaucoup de participants qui ont de l'expérience en course à pied, en natation, en sprint, éventuellement en golf, mais en canoë, il y en a sûrement beaucoup moins. Donc ça va être moins facile de performer. Le run and bike est une discipline qui demande énormément d'organisation et de coordination entre les participants, parce que donc, run and bike sur 1,3 km. Finalement, c'est peu. Mais ça peut jouer dans le classement final. Énormément de différence, parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps ou en gagner énormément si vous êtes très bien synchronisé, très bien organisé. Bon, on remarque en tout cas dans ce trophée des entreprises qu'il faut un esprit d'équipe, hein, Georges Gomis. Ben oui, il faut un esprit d'équipe, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, certains. Il y a des gens qui ont dû peaufiner leur tandem ou leur trio, pardon. Et par rapport à ça, ils ont dû s'entraîner, prendre un peu de temps, trouver les affinités. Bon, après, je pense que c'est le but recherché d'une compétition comme ça, c'est aussi de souder un petit peu les équipes au niveau de l'entreprise. Et si on peut le faire, consolider les liens par rapport au sport et de pouvoir participer à une activité ensemble, prendre du plaisir ou gagner ensemble ou passer un bon moment ensemble, je pense que c'est le but de cet événement. Hein. Alors on vous l'a annoncé, vous l'avez entendu, Nicolas Dandry est avec nous, enfin. Alors Nicolas Dandry, est-ce que tout se passe bien sur la ligne de départ ? Eh bien, Mickaël, l'ambiance est en train de monter ici sur la ligne de départ, sur le parvis du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et je suis avec des habitués de la compétition, Nathalie et Thierry de la Team Orange. Alors, comment vous vous êtes préparés, vu que vous connaissez déjà l'épreuve ? Oui, tout à fait. Pour ma part, c'est la 3e fois que je participe à cette épreuve. Thierry, ça fait beaucoup plus longtemps, donc il maîtrise bien l'épreuve. C'est toujours très sympathique, très bien organisé, donc on passe un bon moment. Vous êtes préparés spécifiquement parce que cette année, c'est sous le signe de la Ryder Cup, puisque nous sommes à quelques mois de la Ryder Cup. Il y a une épreuve de golf. Alors, est-ce que vous vous sentez... comment vous la sentez, cette épreuve de golf ? C'est la grosse inconnue, puisqu'on n'est pas vraiment des spécialistes de golf, donc on aura la surprise pendant notre présentation où il y aura l'épreuve de golf. On espère qu'on n'aura pas de pénalité et on est content de participer cette année. On a 6 équipes Team Orange et voilà, on est là pour se faire plaisir et pour faire de notre mieux.
Voilà, vous avez vu donc des participants déjà chauds, déjà qui veulent se faire plaisir. Et puis les supporters, je peux vous dire qu'ils sont au rendez-vous. Nous le verrons sur le parcours tout à l'heure. Merci beaucoup Nicolas Dandry. Jean-Michel, un commentaire sur ces participants. Et c'est dans un état d'esprit On sent une ambiance électrique, hein, vraiment. Ah ouais, ça a l'air. Hein. Il y a l'air d'avoir du monde à l'extérieur, et puis bien motivé et bien prêt à passer de bons moments. Alors nous allons maintenant passer à notre page débat, le deuxième thème de notre émission. C'est parti. Le sport au travail peut-il devenir obligatoire? En Suède, certaines entreprises ont franchi le pas depuis quelques mois et proposent à leurs salariés des après-midi entières de sport pour que du coup leurs employés se sentent mieux dans l'entreprise et soient plus performants. Cette mesure aurait également permis de diminuer l'absentéisme de 22% selon une étude de l'université de Stockholm. Doit-on imposer le sport au travail en France? Nous avons posé la question aux Saint-Quentinois. Oui, je pense que l'entreprise devrait s'investir dans le sport. L'imposer, si on l'impose, ça va au niveau de la réglementation. À mon avis, il va falloir payer les gens à faire du sport. Je pense que tout ce qui est imposé n'est pas bon, mais après, au travail, ça fait une récréation finalement, donc pourquoi pas. Si on peut ajouter au travail quelque chose de fun, pourquoi pas. L'imposer, non, je pense pas. Non, ça doit pas être une obligation, mais c'est une bonne idée, une bonne initiative. Ouais. Si ça peut avoir des bénéfices par la suite, ça dépend quel genre de travail on fait. Oui, je pense que ça peut être une bonne idée de faire selon. Par contre, on peut choisir les modalités, mais ça peut être intéressant d'obliger ou d'inviter sérieusement les collaborateurs à bouger. On sait qu'on est beaucoup plus efficace quand on bouge. C'est quelque chose qui permet de déstresser déjà, et ça améliore les conditions de vie. Je pense que ça nous permet d'avoir une meilleure hygiène de vie entre guillemets, parce que justement, après chaque séance, on se sent bien. Du coup, ça peut nous motiver pour le travail. La question sur ce thème, messieurs, doit-on imposer le sport au travail? Vous votez oui, non. On fait un petit duel entre Jean et Yann Dujarrier. Jean, vous commencez? Alors pour vous, non. Alors j'ai dit non, tout simplement parce que c'est le mot imposer. Voilà, c'est le mot imposer qui me gêne. Qu'on propose, je préférerais propose. Qu'on propose du sport dans les entreprises, je suis à fond. Tout à fait d'accord, parce qu'il est largement prouvé que le sport, déjà c'est bon pour la santé, pour le côté physique, mais c'est aussi bon pour l'état d'esprit, la cohésion de groupe. Et dans une entreprise, c'est essentiel. Ce sont des valeurs essentielles pour travailler au sein d'une entreprise en toute bonne harmonie, quoi. Donc je dirais proposer des séances de sport serait très 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 bien. L'imposer, on nous impose tellement de choses actuellement dans notre société que on va peut-être pas en imposer de plus, quoi. Voilà, uniquement pour ça. Yann Dujarrier. Moi je vais te dire oui, on peut imposer le sport, mais dans le sport, qu'est-ce qu'on met? Il ne faut pas oublier que les échecs, c'est du sport, le poker, c'est du sport, donc du coup, des gens qui n'ont pas besoin d'une activité... Donc vous militez pour les parties d'échecs en fin de journée dans l'entreprise? Je milite pour le sport cyclisme. Et l'activité... sport. Et l'activité sportive de toute façon. Maintenant, voilà, ça peut être aussi une manière de faire d'autres activités dans le cadre de l'entreprise. Voilà. Mais je rejoins Jean sur le mot imposer. C'est vrai que c'est quand même dommage d'obliger les gens à faire quelque chose. Mais ça a l'air de marcher en Suède. Ça a l'air de marcher en Suède. Oui, peut-être que ça fonctionne en Suède. Après, ils n'ont pas la même éducation, nous sommes un pays latin. 70% des habitants pratiquent le sport au moins une fois par semaine. Et 50% le pratiquent 3 fois par semaine. Et quels sont les chiffres pour la France? En France, on est à 48% une fois par semaine. Voilà, donc moi je pense que ça permet... Après, c'est pas pour autant que la Suède a de meilleurs résultats. Maintenant, dans les sports de neige, oui, ils sont au-dessus parce que les structures leur permettent et puis le climat leur permet. Mais bon, voilà, c'est une culture et c'est vrai que le Français n'a pas la culture du sport et surtout n'a pas la culture de la compétition. Je pense que beaucoup de Français pratiquent une activité physique mais ne pratiquent pas la compétition. Et voilà, c'est peut-être la nuance et la différence qu'il peut y avoir entre certains pays et la France. Moi, je regrette que la compétition n'ait pas une plus grosse importance dans la vie du quotidien, dans le quotidien des Français. Alors, on voit en ce moment même les images du Trophée des entreprises qui va s'élancer dans quelques minutes, Yann Dujarrier.
Eh bien, bonne chance à eux. Mais bon, ils vont pas finir à raser. Il y a qu'en France, qu'on a a priori un problème de culture sportive. L'impression que dès l'école et donc après par extension en entreprise, le sport est comme la 5e roue du carrosse, c'est que de toute façon une carrière dans le sport, ça passe après une carrière d'études et une carrière de médecin, de chef d'entreprise, etc. Et pourtant, il n'est plus à prouver que le sport apporte un certain nombre de vertus, de qualités, et notamment dans l'esprit d'équipe qu'on peut retrouver en entreprise. Donc l'imposer, effectivement, c'est peut-être un peu fort. D'un autre côté, il faut aussi contourner les réticences initiales dans la culture française par rapport au sport, et c'est peut-être avec la manière forte, donc éventuellement peut-être proposer de manière un petit peu plus. Donc le mot imposé vous dérange aussi. Ouais, le mot imposé. Bah oui, parce que on est dans une pratique loisir ou une pratique sportive ou une pratique de compétition, et ça doit faire partie d'un choix perso, d'un choix d'entreprise, projet d'entreprise aussi pour certains. Mais tous ceux qui ont fait le choix de participer à certaines compétitions ou à certaines manifestations comme celle-ci en entreprise en ont retiré des bénéfices au quotidien dans la vie de l'entreprise. C'est une évidence. Georges Gomis, on ne vous a pas entendu sur la question. Ouais, écoutez, le sport en France, il y a une politique sportive. Donc vous étiez pour? Non, moi j'étais contre le fait d'imposer, parce que quand on impose, pour moi, c'est pas la meilleure des choses. Donc pour avoir des résultats, il faut une politique sportive, et en France, elle est pas mal menée, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour la pratique. Et on peut pratiquer en loisir, on peut pratiquer en libre, on peut pratiquer en fédération, on peut pratiquer à différentes échelles. Maintenant, je trouve qu'on progresse, la France progresse aussi à ce niveau-là. On n'est pas au niveau de certains pays où l'Allemagne, quand ils se lancent dans des politiques sportives, ils injectent beaucoup d'argent, et puis derrière, il y a des résultats. Mais maintenant, la France progresse, et je trouve si on répertorie tous les gens qui font du sport non identifié, c'est-à-dire que les skateurs, les skateurs, les gens qui font du football en loisir là, dehors le dimanche, ou qui jouent au rugby, les gens qui font de la pétanque aussi. Je pense qu'on le compte pas dans le décompte final, mais il y a beaucoup de pratiques non identifiées, de pratiquants non identifiés. Donc je pense que la France progresse énormément. Les mentalités changent, et la France a gagné quand même 10% de personnes qui font du sport au moins une fois par semaine sur les 5 dernières années. Voilà, donc ça m'étonne pas. Que les Français font de plus en plus de sport. Ça m'étonne pas, parce que aujourd'hui, et notamment l'entreprise. Les mentalités changent, et dans le monde de l'entreprise, si le monde de l'entreprise s'y met, c'est encore une meilleure chose. Ça on prend un exemple sur les boîtes américaines qui sont implantées en France. Elles ont apporté avec elles la culture sportive d'entreprise, et tous ceux on en connaît, je pense, plein, qui bossent pour des boîtes américaines en France, et ils ont cette culture-là entre midi et 2, soit d'aller à la salle de sport parce que les buildings sont équipés de salles de sport, soit d'aller courir entre collègues, soit d'aller faire un petit tour de vélo. Ça prend 1 heure, le temps de rentrer après, de prendre une salade, et on est, je pense, encore plus efficace à son poste de travail en début d'après-midi. Quel sport il faut mettre en avant dans les entreprises, Jean? Imposer, mettre en avant? Oui, non, mais d'accord. La pratique la plus on va dire la plus facile, c'est la course à pied. En Suède, on fait beaucoup de yoga et de course à pied. Oui, ou après, il y a aussi les salles de sport pour les grandes entreprises qui font construire des salles de sport au sein même des bâtiments. Et voilà, et c'est vrai que sous forme de yoga aussi, ou de danse aussi, il y a des cours de danse qui se font, je pense à la Zumba, des choses comme ça, qui sont un petit peu en vogue depuis un certain temps. Et toutes ces activités, que ce soit à l'intérieur à travers soit des cours diverses ou des salles de sport, mais à l'extérieur à travers une course à pied qui est tout à fait à la portée de tout le monde, quoi. Merci Jean.
pour avoir clôturé cette thématique. On ouvre maintenant du coup une nouvelle thématique après ce débat enflammé. Ce 11e trophée des entreprises se déroulera à 99% en extérieur avec des épreuves en pleine nature. Donc, comme on le disait précédemment, il y aura de la course à pied, du vélo dans un cadre quasi idyllique pour les amoureux de la nature. Est-ce que ce type de manifestation peut sensibiliser les participants au sport en extérieur? Oui ou non? Vous êtes partagé, Georges. On fait un petit duel Jean-Georges. C'est parti, Jean. Deuxième duel de la journée pour vous. Ouais, en forme, Jean. Je suis chaud. Très grande forme, Jean. C'était quoi la question? Est-ce que ce type de manifestation peut sensibiliser les participants au sport en extérieur? En extérieur. Hein. Oui, je dirais oui. Ah, c'est ce que j'ai dit? Ouais, c'est impeccable. Ça tombe bien. Oui. Oui, parce que forcément, toute organisation comme celle-là, ça fait parler de sport en règle générale et ça peut donner envie à tous les gens qui vont passer autour, donner envie de participer à ce genre d'activités sportives ou de compétitions. Et forcément, ça ne peut que développer et avoir un retour positif sur le sport en règle générale. D'ailleurs, on voit le départ de la course, donc quand on voit un départ comme ça... Le départ de l'année dernière, Jean. Ah, c'est celui de l'année dernière. Ah oui, parce que j'allais dire... Ils partiront sûrement dans les mêmes conditions. Ils ont tout fait en même temps. Non, mais c'est vrai que je dis que quand on voit tout ça, ça donne obligatoirement... C'est comme... Vous savez, c'est comme un petit peu les sports à la télévision, comme Roland Garros qui vient de démarrer, par exemple. On ne voit jamais autant de gens avec des raquettes de tennis à la main dans les villes que quand il y a Roland Garros. Donc c'est forcément qu'il y a un effet sur la population, le fait de voir du sport, sous quelque forme que ce soit. Georges, c'est à vous. Est-ce qu'il vous a convaincu, Jean? À moitié, oui. À moitié. Donc c'est déjà pas mal. Non, mais par rapport à ce qu'il dit, c'est... Bon, je pense que déjà, il y a pas mal de gens qui pratiquent déjà la course à pied ou d'autres activités physiques. Donc, même si on est en entreprise, des fois, ça peut être des licenciés, ça peut être des pratiquants libres. Et sur une manifestation comme ça, je ne pense pas que ça puisse faire prendre conscience aux gens de prendre une licence dans une fédération ou de prendre une licence dans une fédération ou de faire un peu plus de sport. Je pense que ce que ça peut apporter, c'est le fait de se retrouver dans l'entreprise et de pouvoir justement, par le biais de cette équipe-là, de cette manifestation, de pouvoir se dire, écoutez, c'est l'année prochaine, on va mieux se préparer, on va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, de progresser, de faire progresser l'équipe. Là, dans ce sens-là, oui, je le pense aussi. Voilà. Yann Ugerier, est-ce que Georges vous a convaincu? Oui. Non, mais parce que moi j'étais aussi contre. Enfin, je disais aussi non, que c'est pas ce type c'est pas le fait que ce soit à l'extérieur qui va aider les gens à aller vers l'extérieur. Ce qui va aider les gens à faire du sport en extérieur, c'est la météo tout simplement. Je pense que en région parisienne, c'est compliqué. Je dirais que beaucoup de gens se remettent au sport à partir du moment, ou à une activité physique, parce que je pense que quand on fait du sport, quelle que soit la météo, on ira faire du sport. Voilà. Maintenant, quand on pratique une activité physique... Justement, on parlait de pluie. Il commence à pleuvoir pour le départ de l'épreuve. Mais vous posez la question au mois de novembre, les réponses seront totalement différentes. Donc c'est une bonne publicité pour le sport en général. Ça peut donner, s'il ne pleut pas trop, ça peut donner des idées et des envies, comme Jean le précisait, notamment avec un pic de pratiquants de tennis au moment de Roland Garros, comme il va y avoir un pic de pratique de foot dans les rues pendant la Coupe du Monde. Évidemment, c'est plus simple de poser ce type de questions au mois de juin qu'au mois de novembre. On va essayer de retrouver Nicolas Dandré dans quelques instants pour qu'il nous commente un petit peu ce départ de l'épreuve. Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre? Ça dépend finalement de la période de l'année. Là, on est dans une période plutôt estivale. Ça donne envie de sortir, même s'il commence à pleuvoir à l'extérieur. Oui, non, mais ça c'est sûr, pour quelqu'un comme moi qui a pratiqué le rugby, faire du sport à l'extérieur quand il fait très très mauvais, c'est pas spécialement ce qui est le plus agréable. Donc forcément, le temps il fait beaucoup, quoi. C'est logique, c'est tellement logique
Quand il fait beau. Au rugby, il y a plus de volontaires pour les matchs du mois de mai que pour les matchs du mois de février, non? Non, mais t'es obligé de te les coller quand même. Non, au rugby, il y boue. a des joueurs de rugby. Point final. Il n'y a pas de. Voilà, monsieur. Voilà. Le cycliste n'est pas un joueur, par contre. Hein. On ne joue pas au vélo. Et c'est pour ça que vous avez choisi le cyclisme sur piste. On se promène à vélo. J'ai pas de souci de météo puisque je roule en structure couverte. Oui, mais le sport à l'extérieur, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Il y a de plus en plus de salles de fitness, mais le sport à l'extérieur demande d'autres vertus, c'est-à-dire mentale déjà, parce qu'il faut vaincre la météo, il faut s'obliger à sortir, et donc je pense que de ce côté-là aussi, il y a à redire. Est-ce qu'on fait du sport parce que c'est en salle, il pleut pas, mais bon, je pense à l'extérieur on est mieux. Moi, je voudrais juste dire un petit mot aux gens qui se disent « Oh non, aujourd'hui, je vais pas aller... » Enfin, non, c'est trop dur d'aller faire du sport. Vraiment, on a un bien-être une fois qu'on a fait une séance sportive. Et je le disais tout à l'heure dans mes chiffres, 22% d'absentéisme en moins en Suède grâce au sport. Mais bien sûr, à partir du moment où... je pense qu'il y a des gens qui doivent sécher le boulot pour pouvoir aller faire du sport quand ils en ont besoin. Donc, je crois l'avoir fait. Alors, il y aura du golf sur le parcours du Trophée des entreprises dans quelques instants. Et il y aura également dans les prochains mois avec la Ryder Cup et en septembre prochain et avec l'Open de France fin juin à Saint-Quentin-en-Yvelines des événements qui pourraient booster l'engouement pour ce sport dans les Yvelines. C'est le thème de notre coup de projecteur. À l'aube d'un événement historique en France avec la première Ryder Cup qui sera organisée sur le territoire français au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, la Fédération française de golf veut surfer sur ce rendez-vous pour développer la pratique du golf en France. Donc au niveau de la Fédération française, on mise un maximum sur les infrastructures et notamment sur les golfs des alentours et également sur les golfeurs professionnels, sur l'échiquier international. En termes de résultats lors des tournois, ce n'est pas forcément brillant du côté des Français. Pour rappel, nous avons seulement un joueur dans le top 100 mondial avec Alexander Levy qui est 46e, alors que l'Espagne a 4 joueurs dans le top 100, dont 2 dans le top 15. La question sur ce thème, la France peut-elle devenir une nation de golf comme l'espère la Fédération française? Oui ou non? On fait un petit duel entre Pierre Chevalier et Georges Gomis. Georges Gomis, c'est à vous. Si on se base sur... ça dépend sur quel principe on se base. Si on se base sur le nombre de licenciés, moi je dirais non. Maintenant, faire un champion ou deux champions, oui. Parce que si on injecte beaucoup d'argent et on fait une politique sportive dans ce sens-là, on peut avoir des résultats. On peut sortir 1 voire 2 champions ou 3 champions. C'est pas forcément une politique sportive pour tout le monde, ça serait plus pour le haut niveau, si je comprends bien. L'élite, voilà. Pour l'élite, oui. Mais je pense pas qu'on puisse... du jour au lendemain, enfin, sur plusieurs années, être une nation, vraiment être une nation de golf. Je ne le pense pas. Maintenant, faire une politique sportive, sortir quelques champions, l'Espagne en a 2, sur une dizaine d'années, voire quinzaine d'années, en sortir 2, 3 ou 4. Ils en ont 2 dans le top 15. Dans le top. Les Espagnols. Voilà. Oui, mais parce qu'il y a une politique sportive qui a été mise dans ce sens-là. Pour avoir des résultats au niveau, il faut injecter de l'argent, et à partir du moment qu'on injecte beaucoup d'argent et qu'on prend des gens compétents, c'est pas en restant dans ses souliers et en regardant son nombril. Il faut aussi aller voir ce que font les autres, faire venir les autres chez soi, pas garder seulement aller apprendre des autres. Et si on amène de la technicité, de la connaissance sportive, de la diversité dans les apprentissages, oui, on peut sortir des champions. Peu importe. L'essentiel, c'est de mettre de l'argent et des gens compétents aux manettes pour une politique sportive sur plusieurs années. Voilà. Pierre Chevalier, c'est à vous. On part d'assez loin sur le golf et sur le développement du golf en France. Néanmoins, nous avons parmi les plus belles structures, on va dire en Europe, pas forcément dans le monde, mais 700
clubs de golf en France, donc du practice jusqu'au 45 trous et resort avec hôtel et multi-activités, qui sont autant de structures capables d'accueillir un plus grand nombre que 410 000 licenciés actuellement. La Ryder Cup va nous permettre de mettre un gros coup de projecteur justement sur la destination France, notamment juste à côté au Golf National de Saint-Quentin, mais aussi tous les clubs parisiens, Île-de-France, franciliens, mais aussi partout en France, notamment en Normandie, où les Américains, les Japonais, les Européens qui vont venir assister à la Ryder Cup vont profiter de cet événement planétaire pour aller découvrir les alentours. Ça n'ira peut-être pas jusqu'à l'ensemble des golfs français, mais en tout cas on a les structures pour les accueillir, et notamment grâce au projet 100 petites structures de la Fédération française de golf, qui va laisser un héritage à la Ryder Cup, c'est-à-dire 100 structures qui sont ouvertes, proches des centres-villes, qui vont permettre d'attirer des nouveaux pratiquants et d'attirer un public plus large. Voilà, et de développer la structure. Parce que quand je dis qu'on part de loin, on part aussi avec un état d'esprit qui n'était pas très ouvert au départ. Le golf il y a un certain nombre de stéréotypes qui caractérisaient ce sport. Désormais, le golf s'ouvre un petit peu, fait sa mue, fait sa révolution, s'adresse aux femmes. On est sur des statistiques de 70% de pratiquants hommes, 30% de pratiquantes femmes. C'est en train de bouger un petit peu. Les jeunes aussi sont ciblés. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est mettre tout ça en orchestre après la Ryder Cup. Et notamment, il est vrai, et ça Georges a raison, il nous faut un porte-drapeau. Il nous faut des champions réguliers qui soient capables de faire un peu plus que les coups qu'on a fait sur les 20 dernières années. Un Van de Velde à l'Open britannique, un levé sur les tournois écossais, Greg Avray aussi sur les tournois écossais, ou à l'Open de France avec un Rémézy qui gagne 2 fois, levé qui gagne également sur le territoire national. Donc il nous faut des champions qui soient réguliers. Un Lévy qui, on l'espère, sera dans l'équipe. On va pousser derrière pour qu'il soit dans l'équipe de Ryder. Justement, Pierre Chevalier, on va écouter le président de la Fédération française de golf sur Alexander Lévy, qui est la tête d'affiche du golf français en ce moment. On l'écoute. Le principe de toutes nos installations est double. Il est d'abord pour les golfeurs de leur permettre d'avoir des installations de meilleure qualité sur lesquelles ils peuvent s'entraîner, mais également à des non-golfeurs de venir passer un moment qui leur donnera des sensations forcément agréables de toucher de balle, de distance, et sans doute d'adresse qu'ils ne soupçonnent pas, parce qu'on considère aussi le golf, et c'est une autre des idées reçues, comme un sport difficile. Donc nous on veut le rendre ludique d'abord et donner envie aux gens d'avoir à le pratiquer. Alors ce n'était pas Jean-Loup Charon, le président de la Fédération française de golf, qu'on a vu justement à l'instant. C'était le président de Blue Green qui a parlé. Il parle de développer justement le golf pour tous, avec notamment des activités ludiques, des mini-golf, des parcours pour la famille. C'est le bon choix de la part de la Fédération française. Et c'est le credo de Blue Green, donc avec Manuel Biota, qui présentait les différents projets de cette chaîne, qui s'adresse évidemment à tous les non-golfeurs en fait. Et leur objectif, c'est de contourner les freins à la pratique, qui sont le fait que le golf prenne du temps. Donc là, c'est des plus petites structures qui se jouent rapidement. Ensuite, c'est le côté ludique, c'est-à-dire faciliter l'approche du golf, qui est effectivement technique au départ, techniquement difficile, mais désormais on l'approche de manière un peu plus ludique et agréable. Donc là, il y a plein de petites structures qui vont du mini-golf jusqu'au petit centre d'entraînement, et puis avec des practices qui sont connectées avec des écrans et qui permettent de jouer comme on jouerait au bowling finalement. Donc le golf dépasse peut-être aussi son image un peu vieillotte. Exactement. Avec ce type de le golf fait sa révolution, doit faire sa révolution, et quelle meilleure année pour le faire qu'une année de Ryder Cup où toute la planète va regarder le golf national fin septembre, entre le 28 et le 30 septembre. Jean-Miss, est-ce que ça vous donne envie, vous, de faire du golf quand vous voyez ce type de structure ? J'en fais, Michael. Vous en faites ? À mes heures perdues. Alors, très très belle analyse de mon ami Pierre sur le golf, mais il est de la partie, donc c'est facile. Mais moi, je reste encore un peu sceptique. C'est vrai que le golf doit s'ouvrir, mais ça reste quand même une discipline qui n'est pas à la portée de tout le monde, et surtout de tous les porte-monnaies. Ça reste une discipline qui est quand même relativement chère, et c'est logique par rapport au budget mirobolesque que ça doit représenter pour l'entretien d'un golf.
Et forcément, ils sont bien obligés de répercuter ces dépenses sur les différents licenciés et les différents pratiquants. Mais c'est vrai que pour s'ouvrir au public et à tout le monde, c'est très très bien tout ce qui est mis en place. Maintenant, je pense qu'il faut aussi jouer sur le côté un petit peu plus abordable, côté financier, pour pouvoir le développer. Pour rebondir sur ce que tu dis, et tu as tout à fait raison, sur la pratique du golf, et sur le fait qu'on puisse devenir une nation de golfeurs, je dirais pas forcément de golf, mais de golfeurs, c'est qu'on a la chance extrême d'avoir dans les 700 structures golfiques de quoi contenter tout le monde. Il y a effectivement les clubs privés associatifs qui sont sur l'ancien modèle que tu citais, qui sont effectivement des structures qui coûtent cher à entretenir, ça c'est vrai. Je vous coupe, Pierre Chevalier, il va y avoir le départ dans quelques instants, dans moins d'une minute du trophée des entreprises, dans moins d'une minute. Voilà, les compétiteurs vont s'élancer, la première vague va s'élancer dans quelques instants. Yann Dujarrier, est-ce que vous aimeriez y être, vous? Camille, t'es à l'antenne. Moi, dès que je vois une ligne de départ et surtout une ligne d'arrivée, bien sûr que je suis premier à vouloir me battre contre les autres adversaires. Mais aujourd'hui, j'ai pas. Enfin, même si vu les distances qui sont proposées, je pourrais m'aligner sans. Et gagner? Ah, je ne sais pas. Ah non, parce qu'il doit y avoir des vrais coureurs et des gars qui vont galoper. Non, tout simplement pour participer. L'année prochaine, ça sera avec Jean-Miss et Pierre Chevalier, peut-être. Oui, avec Jean-Miss, à condition qu'il n'y ait pas de canoë, parce que sinon on n'arrivera pas au bout. Attends, tu sais pas. On ne sait pas. Dans la descente, ça va plus vite. Hein. Alors, il y a quand même 600 concurrents qui vont s'élancer, Georges Gomis, dans quelques instants. Est-ce que vous avez un petit message à leur passer? Je leur souhaite du plaisir et de pouvoir arriver à leurs objectifs, c'est-à-dire finir et en bonne santé et en forme pour reprendre le travail. Donc il va y avoir un peu de pluie sur le parcours. Est-ce que ça peut jouer, Pierre Chevalier? Un petit peu de pluie sur une distance comme celle-là? Si c'est des hallebardes qui tombent avec un petit peu d'orage, oui, ça peut jouer, mais bon, là ça va les rafraîchir, donc ça va être ce qui fait, il faisait quand même assez lourd avant qu'il commence à bruiner, donc ça peut les rafraîchir. Ça peut rendre le terrain glissant aussi, mais bon. Jean, c'est pas trop dangereux du coup, cette pluie? Mais si c'est des pluies d'orage comme ces derniers jours là, avec des beaux éclairs, ça peut me faire courir plus vite. Yann. Oui. Là, c'est parti. Là, c'est parti, voilà, justement, ils viennent de partir à l'instant. On voit que les vagues commencent à partir. Ils ont l'air tous très motivés. Il faut y aller dans quel état d'esprit, Yann, quand on part comme ça? Dans l'état d'esprit de l'objectif que l'on s'est fixé. C'est-à-dire que si on est là pour s'amuser, il faut y aller avec le sourire et avec la fleur au fusil. Et si on est là pour gagner, il faut s'être bien échauffé pour ne pas rater et rester concentré tout le long du parcours. Bon, en tout cas, on va suivre avec attention le parcours. Pierre Chevalier, rapidement, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste pour finir, il y a dans les structures golfiques en France, pour tous les publics et pour tous les budgets, désormais. Donc vive le golf. Je voulais juste poser une question. Vive le golf, exactement. Yann Dujarrier. 410 000 licenciés, est-ce que ça inclut tous les pratiquants qu'on peut voir sur les terrains de golf tous les dimanches? Non, tu as deux chiffres qui circulent entre les pratiquants réguliers mais qui n'ont pas de licence. Tu parlais tout à l'heure de la compétition, c'est ceux qui font pas forcément de compétition, mais ça aussi entre 600 000 pratiquants, dont les 400 000 licenciés, et jusqu'à, dans les rêves les plus fous, jusqu'à 1,5 million de pratiquants. Mais ça, c'est un vœu pieux, ça. C'est le même problème pour le vélo. On a des licenciés, mais le nombre de pratiquants est nettement supérieur. Et est-ce qu'au vélo, les facteurs sont comptés? Non. Non, parce que maintenant, ils ont des assistances électriques, donc non, on les compte pas. On parlait tout à l'heure de tête d'affiche. On va revenir sur Alexander Lévy. Alexander Lévy, la tête d'affiche vraiment du golf français. Jean-Loup Charron espère en tout cas qu'il va réaliser un super Open de France. On l'écoute. Il nous a montré en gagnant le trophée RSA2 de belle manière qu'il avait su gérer son score, son parcours, monter en puissance en 4 jours et au dernier tour tirer profit de sa position, prendre la tête déjà et gérer l'ensemble des scores jusqu'au bout. Donc Alex Lévy est non seulement candidat à une sélection dans l'équipe européenne, l'Open de France est une belle manière de le démontrer. Georges Gomis, est-ce qu'il faut une tête d'affiche comme Alexander Lévy pour propulser le golf français dans une nouvelle dimension? Il y a eu Zinedine Zidane pour le football, Michel Platini également, Nicolas Karabatic pour le handball. Est-ce qu'il doit y avoir Alexander Lévy pour le golf? Écoutez, si c'est un garçon qui
charismatique. Oui, il faut être charismatique, il faut être médiatique, et puis il faut avoir des résultats. Et peu importe la personne. Si on apporte au drapeau, si c'est Alexandre, tant mieux pour le golf français, tant mieux pour la France. En écoutant Georges, je pensais exactement la même chose et j'ai fait le parallèle dans ma tête avec un garçon qui est champion de biathlon et c'est pas Martin Fourcade et c'est pas pour autant, comme on en parle et le mec a des très très bons résultats, c'est pas pour autant qu'il y a plus de licenciés et beaucoup plus de pratiquants et c'est pas pour autant que ce sport devient très populaire. Mais on le regarde peut-être un peu plus. On le regarde beaucoup plus. Bien sûr, moi ça fait très longtemps que je suis le biathlon, déjà à l'époque de Raphaël Poiré et même avant, ça doit être Jean-Yves Guy, je crois, qui était un des premiers biathlètes où je confonds peut-être avec le je ne peux pas vous aider, je n'étais pas né à ce moment-là. mais donc c'est un très très beau sport que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas pour autant que cette pratique qui est quand même assez élitiste, mais c'est pas parce qu'on a un champion qui reste... C'est peut-être aussi moins facile de pratiquer le biathlon partout en France, ce que tu peux faire pour le golf. Les 700 structures, elles sont partout sur le territoire. Il y a des zones qui sont un petit peu plus privilégiées avec des golfs qui sont là depuis longtemps, notamment les Yvelines, d'un sport qui est très bien de golf. C'était juste sur le parallèle d'un sport. C'est un tiers des licenciés français sont en Île-de-France. C'est juste pour faire parallèle entre un sport où on a un vrai champion qui rayonne et qui fait rayonner son sport. Et c'est pas pour autant qu'on a des pratiquants qui. Enfin, je sais que les pratiquants augmentent, ça c'est sûr, mais ce n'est pas de manière spectaculaire non plus. Quand le golf sur la neige. Ça existe. Il y a un trophée. Je peux pas citer le nom parce que il est sponsorisé, mais il y a des compétitions sur sport neige. Insolite peut-être un jour si on parlait sport. On va continuer maintenant ce talk par notre page résultats. En rugby, ce dimanche 27 mai, Versailles a réussi un coup de maître en venant à bout de l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy en 8e de finale du championnat de France Honneur. Le score 13-3 dans une ambiance électrique. On écoute la réaction du deuxième ligne de l'équipe senior, Jean Laméry. Gros match, on savait. On n'a pas forcément réussi à produire ce qu'on aurait voulu produire aujourd'hui. On a beaucoup subi et on allait chercher avec les tripes parce que c'était vraiment dur quand cette équipe de Maison Lafitte qui a rien lâché. Alors je crois qu'on va voir les images de la seconde vague du trophée des entreprises. Justement l'image, ils vont partir dans un instant. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de place sur la ligne de départ et c'est quand même le mec qui est 600e. Ça y est, ils viennent de partir. Du coup, ça part par vague et chaque vague est chronométrée et donc du coup après on sortira le meilleur de chaque vague. Ok, très bien. Effectivement. C'est bien réfléchi, c'est bien. Et puis ça évite peut-être d'avoir des engorgements sur certains ateliers. Dans quelques instants, on retrouvera Nicolas Dandry sur le terrain avec les compétiteurs. On l'a vu une fois, on le reverra une deuxième fois dans ceci, on parle sport. On l'espère en tout cas. Alors, une victoire, on parlait de Versailles Rugby, une victoire acquise en grande partie grâce à une défense resserrée dans les derniers mètres qui a perturbé leurs adversaires. On écoute l'entraîneur. J'avais récupéré les vidéos, donc je savais un peu comment ils jouaient. Donc on avait mis en place un système de défense qui a fonctionné avec des couloirs. Alors l'entraîneur Alain Jamin nous a également dévoilé qu'il n'allait plus entraîner l'équipe la saison prochaine. On écoute sa réaction. Là j'ai appris dimanche par les joueurs que j'étais viré, donc j'ai appelé le président lundi, en fait il a confirmé que j'étais pas gardé. En plus de ça, il y a quand même 3-4 anciens qui vont arrêter, donc voilà, en gros on s'est mis beaucoup de pression en se disant qu'on voulait reporter l'échéance des vacances et retarder le départ des uns et des autres. Pierre Chevalier, je me retourne forcément vers vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Alain Jamin ? Alors juste féliciter une fois encore nos joueurs là, qui ont fait un match effectivement de grande qualité défensive notamment. Une ville contre 3 villes. C'est ça. Ils ont réussi à gagner. Et sous une chaleur étouffante. Donc encore une fois bravo à eux. Quant à la suite des aventures du RC Versailles avec à travers son entraîneur Alain Jamin, il s'est passé un petit couac de communication dans la mesure où à partir du moment où il y a plus de 2 personnes qui sont au courant de la suite, c'est difficile, c'est un secret difficile à garder. Une saison de rugby, c'est à la fois long puisqu'il y a une longue saison de poule, mais ça passe
très très vite. Et il faut déjà penser à la suite et à la saison suivante. On est depuis 2 ans désormais dans un projet à 5 ans, avec le bureau qui a été renouvelé il y a 2 ans. Et lors des discussions qu'on a eues avec Alain, Alain ne s'inscrivait pas forcément dans la durée avec le Rugby Club Versailles. On a en la personne d'Alain un coach de premier ordre en termes de technique, qui nous fait parfois dire que à notre niveau honneur, on n'a jamais eu de technicien comme Alain aux manettes, et que là c'est le joueur qui parle. Les deux dernières montées que l'on a fêtées avec Versailles en 2001 et en 2006, elles se sont faites d'abord sur le facteur humain et plus que sur la technique d'ailleurs, sur l'aventure d'une bande de copains et qui sont heureux de se retrouver et qui au bout d'une saison plus ou moins longue montent en Fédéral 3. Donc on avait discuté avec Alain début avril après les matchs de poule. Il était dans les plaques des phases finales. On a raté la montée directe en ne terminant pas premier de poule, puisque c'est Sarcelles qui a pris cette place-là. Et il a fallu imaginer la suite, et vraiment le bureau du RCV et le Rugby Club Versailles s'inscrit dans une démarche là désormais à 3 ans, puisqu'il y a déjà 2 ans qui viennent de s'écouler, qui prévoit la remontée, qui espère la remontée du club en Fédéral 3, et donc on a dû se séparer d'Alain. Alors pas sur le terme viré comme ça a pu être cité, mais on s'est inscrit dans une optique de construire justement sur la durée, et ça n'empêche pas de lui tirer un très très grand coup de chapeau, parce que c'est un grand pro, et malgré cette déception et l'amertume qu'il doit avoir malgré tout de ne pas continuer avec nous, il assure l'essentiel, et justement et notamment pour préparer le mieux possible l'équipe du RCV pour son quart de finale contre Chalon le dimanche 10 juin. Alors la question sur ce thème, le départ du coach a-t-il galvanisé les joueurs ? Oui ou non ? Les joueurs de Versailles, bien sûr. Non. J'étais pas là, je sais pas. On fait un petit duel entre Georges et Jean, le retour, deuxième duel de la journée. Georges, vous commencez. Encore. Non, mais je pense que là, le coach, déjà c'est un professionnel, et il faut le souligner, parce que apprendre qu'on est viré et puis derrière avoir cette réaction et garder son groupe en éveil pour continuer l'aventure, je trouve ça vraiment honorable. Maintenant, je pense pas que les joueurs quelque part, si on en vient à annoncer au coach qui doit partir, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui devaient aussi en sous-marin, qui devaient peut-être en sous-marin se plaindre du coach. Donc là, je pense pas que les joueurs ils se sont dit le coach il va être viré, et aujourd'hui on va jouer notre meilleur rugby pour le coach. Je pense que l'institut, le club, tout le monde s'est mobilisé pour le club, parce qu'il y a un objectif, il y a une possibilité de jouer des phases finales, c'est honorable, et c'est bien pour tout le monde, et ça si on fait une bonne campagne, je vais être obligé de vous couper, Georges Gomis, si on arrive de l'émission. Voilà, si on arrive à monter, tant mieux pour tout le monde. Jean, c'est à vous. Oui, alors pour moi, je vais répondre à la question qu'elle a été posée. Est-ce que ça a galvanisé le groupe ? Oui, je le pense, dans la mesure où... Ils ont voulu se battre pour lui. Oui, puis pour avoir eu quelques infos de la part de joueurs ou d'entraîneurs ou de responsables, et à la remise des maillots, il y avait quand même énormément d'émotions. Pierre ne peut pas le nier puisqu'il était dans les vestiaires. Il y a eu énormément d'émotions. Lorsqu'on provoque énormément d'émotions au sein même d'un groupe avant un match de cette importance, c'est que les joueurs sont quand même affectés quelque part du départ de leur entraîneur. Ça, c'est sûr. Après, que certains joueurs se sont plaints, mais j'en suis certain, parce que moi-même, je suis entraîneur depuis plus de 30 ans. Celui qui fait l'unanimité, il faut vite qu'il vienne me serrer la main, parce que ça n'existe pas, faire l'unanimité. Donc forcément, on ne fait jamais l'unanimité, ne serait-ce que dans les choix qu'on peut avoir lorsqu'on fait les compositions d'équipe. Donc forcément, il y avait des joueurs contre, mais quand même le ressenti sur ce match-là, je pense que ça a galvanisé les joueurs, et qui ont permis aussi de mettre un petit peu plus
d'intensité quant à la défense, parce que ça a été primordial sur ce match-là. Juste pour finir, je ne serai pas très long, je ne ferai pas le Georges, mais juste pour finir quand même une petite parenthèse, sans rentrer dans les détails, je pense qu'à un moment donné, on est dans du rugby amateur, on n'est pas les professionnels, et qu'aujourd'hui, il faudrait quand même, je passe un message aux présidents, aux différents présidents, qui fassent attention au côté humain, parce que des discours, on peut tous en avoir, des excuses, on peut tous s'en trouver, mais moi je trouve encore une fois, parce que je l'ai vécu, je trouve encore une fois dégueulasse, fin mai, qu'on annonce à un entraîneur qui a des résultats, ou qui n'en a pas, parce qu'on s'en fout. Ça vous est arrivé à plaisir l'année dernière. Voilà, mais qu'on annonce à un entraîneur fin mai, alors que le marché entre guillemets des clubs est quasiment fait, quasiment fait, qu'on ne le garde pas. Je trouve humainement, je trouve qu'il va falloir quand même que les présidents revoient un peu leur position. Rapidement Pierre, on va écouter tout de suite Nicolas Dandry qui est sur je ne sais pas où il est. Nicolas Dandry, où vous êtes? Il est à Saint-Quentin. J'ai personne comme supporter. Sur le parvis. Ah si, attends, il y en a, ils ont les pompons et tout. Ah, allez, on va l'avoir dans quelques instants, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Jean, ce que tu dis... Pierre Chevalier, rapidement. Jean a complètement raison, et le bureau du RCV notamment reconnaît tout à fait que le timing n'était pas bon, notamment, et pas respectueux de la suite pour Alain, compte tenu de la suite des événements. Néanmoins, c'est arrivé, et on a essayé autant que faire se peut de pouvoir expliquer et de pouvoir justement essayer de faire passer la pilule. Et effectivement, j'étais dans le secret des vestiaires, ça m'a rappelé de bons souvenirs, de grands souvenirs. Je ne dirais pas que ça a galvanisé forcément tous les joueurs et l'ensemble de l'équipe. Néanmoins, ça a été l'étincelle qui leur a permis de réaliser qu'ils étaient capables de faire un gros coup cette saison en phase finale, et d'aller se goinfrer les meilleures équipes. Sur le papier, l'opposition contre Maison Lafitte, Poissy Saint-Germain était... Pierre Chevalier, je vais devoir vous couper. Je suis désolé. Je suis désolé. Si Nicolas Dandry, on l'a retrouvé, ça y est messieurs, on vient de le retrouver et on va l'écouter. Nicolas Dandry, comment vous sentez-vous sur la ligne de départ? Je ne sais pas où vous êtes. Vague de participants qui sont partis, et là vous entendez, il y a de l'ambiance ici. Avec beaucoup de supporters autour de vous. Nous sommes avec les supporters de l'équipe BDO, elles font vraiment beaucoup de bruit. Alors on va essayer d'interviewer par exemple. Alors du coup, combien d'équipes vous avez déjà dans la compétition? 4 équipes. Et alors du coup, c'était important de venir les supporter, pourquoi? Bien sûr, parce qu'ils ont besoin de nous pour gagner. On est solidaires, tous ensemble. Et du coup, vous pensez qu'ils vont gagner, ils vont bien se placer ou pas du tout? On est hyper motivés. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Vous participez, vous êtes des habitués ou pas sur cette compétition? Première année de participation. Il fallait absolument venir les supporter, quoi. Et montrer nos couleurs. Voilà, exactement. Et soutenir notre société. Exactement. Bon ben voilà, il reste encore quelques vagues de départ, et puis l'équipe, voilà. Et peut-être que l'équipe BDO va remporter en tout cas dans une des catégories. On remarque en tout cas que Nicolas Dandry, vous êtes avec des supportrices et non pas des supporters. Yann Dujarrier, super ambiance sur le trophée des entreprises. Montre tout simplement que l'on peut s'amuser au sein d'entreprises et créer du lien. Voilà, du lien, tout à fait, et un beau dynamisme. On va revenir sur le rugby versaillais. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire, vous, sur ce départ de l'entraîneur? Je rejoins Vous avez Jean. 30 secondes, après c'est la fin de l'émission. 1, 2. Voilà, je rejoins Jean, c'est vrai qu'il faut dans le sport amateur garder un peu d'humanité pour préserver chacun, et que tout le monde puisse avoir sa place pour les saisons suivantes, parce que là c'est vrai que c'est encore un entraîneur qui se retrouve sur le carreau, et c'est malheureux. Et très rapidement, Pierre Chevalier. Justement, c'est l'occasion pour l'ensemble du bureau et l'ensemble du club de tirer un grand coup de chapeau aux 2 entraîneurs en fait qui nous quittent, l'entraîneur donc Alain Jamin et Fabrice Larieux pour l'équipe réserve, qui a eu l'année dernière un titre de champion d'Île-de-France, et qui a été jusqu'en demi-finale du championnat de France de réserve honneur. Donc un grand coup de chapeau à eux. On aurait voulu que ça se passe un peu mieux dans l'annonce, dans la communication et dans l'hommage que l'on leur doit. On Merci, Pierre maîtrise pas tout forcément, mais voilà, un gros coup de chapeau à eux 2. On continuera à suivre en tout cas le Rugby Club de Versailles dans les prochaines Dimanche semaines. 10 juin, quart de finale. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi 14
juin pour un nouveau talk. Le prochain rendez-vous sera consacré exclusivement au football dans les Yvelines. On va terminer par une citation du joueur le plus titré sur terre battue, Raphaël Nadal. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté qu'avec autre chose. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.